Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'avenant neuf. Je suis Estelle Coulet, sous-directrice santé à la Caisse primaire du Rhône. Et je suis Mathieu, manager en charge de la promotion du numérique en santé. Alors l'avenant neuf, pour moi, ça change quoi? C'est la question qu'on s'est posée, que vous soyez généraliste ou spécialiste, avec un avenant qui est quand même important dans votre pratique, qui a été signé en septembre 2021, avec des mesures qui essayent de tenir compte aussi des impacts de la crise sanitaire. Donc on va avoir toute une série d'assouplissements sur le numérique en santé et sur la téléconsultation. Mathieu y reviendra, mais également sur la prise en charge de la santé mentale, de la santé des enfants et également sur la prise en charge des patients âgés au domicile. On a des mesures qui sont entrées en vigueur d'ores et déjà à la signature et d'autres tarifaires qui entreront en vigueur au 1er avril. L'idée, c'est de vous donner une visibilité sur ces mesures et de pouvoir répondre à ces questions. Donc vous participez à un webinaire qui durera à peu près 1 heure, dont 40 minutes qui seront consacrées à notre présentation et 20 minutes afin de répondre à vos questions. Donc votre micro ainsi que votre caméra ont été désactivés. Vous pouvez donc poser vos questions dès à présent et tout au long du webinaire en utilisant la fonction QR. Nous avons une équipe d'experts en backstage qui sera chargée de vous répondre et l'onglet discussion est désactivé. Par ailleurs, on vous informe que ce webinaire sera enregistré. On vous enverra le lien afin que vous puissiez le consulter sur YouTube, accompagné des réponses aux questions. Au niveau du sommaire, donc nous avons structuré cette présentation en 4 parties. Tout d'abord, le numérique en santé, qui occupe une place importante dans cet avenant. On vous parlera de l'espace santé numérique, du forfait structure, du Ségur, mais également de la télémédecine et de la téléexpertise. On passera ensuite à une partie plutôt consacrée aux revalorisations tarifaires qui vont intervenir au 1er avril, donc sur la nomenclature et les prises en charge. Une troisième partie abordera le SAS, le service d'accès aux soins, qui est expérimenté dans le Rhône et qui va donc rentrer dans le droit commun. Et puis une partie un peu plus courte sur l'intéressement sur les biosimilaires. Voilà, et je laisse tout de suite la parole à Mathieu qui va vous présenter toutes les évolutions sur le numérique. Merci Estelle. Donc effectivement, le numérique en santé occupe une grande place au sein de votre avenant neuf. Donc ma présentation va s'articuler autour de 4 axes. Dans un premier temps, je vous présenterai mon espace en santé. Ensuite, nous verrons les mesures qui sont introduites par le Ségur sur l'aspect numérique. Nous verrons quels sont les impacts de ces nouveautés au sein de votre avenant neuf. Et enfin, je ferai un point sur les nouveautés introduites en matière de télémédecine. Donc mon espace santé. Donc mon espace santé arrive, en fait, pour être tout à fait précis, les assurés sont invités depuis le mois de janvier et jusqu'à la fin du mois d'avril, par vague, par département, à ouvrir leur espace santé. C'est le cas notamment pour vous en tant qu'assuré, parce que vous êtes également un usager. Donc les assurés rhodaniens ont été invités le 10 mars afin d'ouvrir leur espace santé. Donc une fois qu'ils reçoivent leur invitation, soit par courrier, soit par mail, 2 choix s'offrent à eux. Donc soit ils décident d'ouvrir immédiatement leur espace santé, soit ils peuvent également s'y opposer. Ils peuvent également ne rien faire. À ce moment-là, si l'assuré ne fait rien, au bout de 6 semaines, l'espace santé est réputé ouvert et à ce moment-là, vous pourrez l'alimenter et également échanger avec vos patients. Donc, quel est le contenu de mon espace santé? Donc, vous le voyez à l'écran, mon espace santé est divisé en 4 blocs. Donc, les 2 blocs du haut sont disponibles immédiatement et les 2 blocs du bas seront disponibles ultérieurement au second semestre 2022. Ils arriveront certainement avec l'application puisque pour l'instant, mon espace santé, côté usager, n'est accessible que via Internet, via les navigateurs web. Donc, l'espace santé, vous voyez en haut à gauche le dossier médical. En fait, le dossier médical, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins que le DMP que vous connaissez actuellement, finalement un coffre-fort numérique dans lequel vous allez pouvoir déposer les documents que vous jugez utiles pour le suivi du patient. Il y a également une sous-rubrique à l'intérieur qui est destinée au volet de synthèse médicalisée que vous allez pouvoir dorénavant générer et ainsi injecter dans le dossier médical du patient. Et enfin, une autre rubrique également qui est plutôt à la main du patient, dans laquelle il pourra lui-même mettre des données qu'il juge utiles, des antécédents médicaux, des allergies, mais également des données de santé. Sur la droite, toujours en haut, vous voyez la messagerie en santé. Donc la messagerie en santé, c'est la MSS que vous connaissez bien, que vous utilisez aujourd'hui pour échanger avec vos confrères, avec les autres professionnels de santé, ainsi qu'avec l'hôpital. Dorénavant, vous allez avoir la possibilité d'échanger avec vos patients. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ensuite, donc la partie du bas, c'est ce que je vous disais, ça arrivera ultérieurement. Donc vous avez à gauche l'agenda de santé qui va en fait recueillir l'ensemble des événements du parcours de santé du patient. Et sur la droite,
un catalogue de services qui est en fait un store au sein duquel l'assuré pourra télécharger des applications dont certaines pourront directement alimenter notamment son profil médical. Je pense à des applications en lien par exemple avec des lecteurs glycémiques connectés pour les patients diabétiques. Ici, nous allons voir un petit peu côté usager, côté professionnel de santé, quelle est la différence. Donc côté usager, vous voyez que le vocable DMP disparaît au profit de mon espace santé. Alors ce n'est pas parce que le vocable DMP disparaît que le DMP disparaît. Les assurés qui avaient ouvert leur DMP, que vous aviez vous-même alimenté ainsi que vos confrères, les données bien évidemment vont être transférées dans le profil du patient, le profil médical. Ensuite, en bas, vous voyez également la messagerie de santé pour le patient. Lui, ça reste pareil, c'est mon espace santé. On bascule à droite, donc là c'est vous, votre vision. Donc vous allez garder l'accès au DMP dans votre logiciel tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être que dans quelques semaines l'icône sera remplacée, mais on reste sur la même configuration et vous continuez à utiliser la messagerie en santé. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir maintenant écrire à vos patients. Pour écrire à vos patients, l'adresse mail à utiliser en fait sera constituée de son INS, son identifiant national en santé, qui est ni plus ni moins que son numéro de sécurité sociale à 15 chiffres, suivi de patient.mssanté.fr. Précision utile, vous êtes à l'initiative et à la clôture de ces conversations. En somme, un patient ne peut pas prendre l'initiative de vous écrire sans que vous ayez vous-même ouvert la conversation. Maintenant, je vais vous faire un petit zoom sur le dossier médical. Donc le dossier médical est composé de 9 briques. Les briques oranges que vous voyez, c'est celles que vous et les autres médecins et les autres professionnels de santé vont pouvoir alimenter. Donc on voit la brique synthèse qui comprendra le volet de synthèse médicale, mais également brique traitement. Les laboratoires pourront directement injecter les résultats de biologie, idem pour les cabinets de radiologie, une partie également consacrée afin d'y glisser les comptes rendus, des données de prévention, notamment en lien avec la vaccination, les certificats médicaux. En bas, en violet, vous voyez la brique qui est destinée au remboursement de l'assurance maladie. Donc en fait, vous n'allez pas y voir les décomptes, mais vous allez voir bien les soins avec, on va dire, médicalement, quelle molécule a été livrée ou quels soins a été dispensés à votre patient. Et enfin, en bas, vous voyez à droite l'espace personnel qui a la main exclusive du patient. Autant vous allez pouvoir consulter ces données, autant c'est le patient qui a la main pour alimenter cette rubrique. Maintenant, je vais vous faire une présentation du Ségur et notamment du financement de l'équipement via les éditeurs. Alors le Ségur, c'est quoi? C'est un plan massif d'investissement et de modernisation du système de santé et qui comprend son volet numérique où 2 milliards d'euros sont injectés afin d'accélérer le virage digital en santé. Donc en fait, cette ambition, vraiment, c'est de généraliser le partage de documents numériques, donc certes entre professionnels de santé, mais également avec les patients, parce que l'idée de mon espace santé, c'est de replacer le patient au cœur du dispositif quand cela est possible. Donc en fait, votre logiciel Ségur, qui sera financé par l'État, j'y reviendrai juste tout à l'heure, permettra d'intégrer automatiquement l'ensemble des documents que vous allez recevoir par messagerie sécurisée de santé, également des documents que vous allez pouvoir prendre du DMP. Également, vous allez pouvoir avoir des alertes sur des résultats de biologie, notamment quand il y a un dépassement de seuil. En fait, l'idée vraiment de ce référencement Ségur, de ce label Ségur de vos logiciels, c'est vraiment d'imposer un cahier des charges strict et homogène à l'ensemble des éditeurs afin que vous puissiez facilement partager les données de santé entre les différents espaces, donc votre logiciel, l'espace santé du patient, les logiciels des confrères et les logiciels de l'hôpital. Donc effectivement, la grande nouveauté concernant ce Ségur, c'est que contrairement au forfait structure qui vise à prendre en charge a posteriori, donc à finalement rembourser des dépenses que vous avez effectuées pour l'achat de matériel ou de logiciel, là l'idée c'est que ce soit l'État qui prenne en charge en amont cette mise à jour et de ce fait pour vous ça sera neutre financièrement. Pour vous, il y a 3 grandes étapes à retenir et 3 démarches à effectuer. Donc tout de suite, aujourd'hui, à l'issue de ce webinaire, peut-être vous l'avez déjà fait, vous allez appeler votre éditeur afin de savoir s'il est référencé Ségur. Si c'est le cas, c'est super, vous passez commande. Cette commande doit avoir lieu avant le 15 juillet. C'est vraiment la date limite, donc passez commande le plus rapidement possible. Et ensuite, votre éditeur a jusqu'au 15 octobre afin de procéder à l'installation de cette version Ségur. Donc maintenant, vous l'avez compris, vous avez votre MSS, vous avez également votre logiciel bientôt demain labellisé Ségur, les patients ont leur espace santé. Donc l'idée maintenant, c'est de faire vivre tout ça au travers de mesures incitatives qui sont prévues dans votre avenant 9 et votre forfait structure, excusez-moi, que je vais vous présenter immédiatement. Donc, on va regarder ce qui se passe
pour cette année pour vous en 2022. Donc, pour rappel, le forfait structure est composé d'un volet 1 et d'un volet 2. Le volet 1, vous devez valider l'ensemble des indicateurs afin de valider le volet 1. Et ensuite, une fois que ce volet 1 est validé, vous pouvez déclencher le volet 2 avec ces 8 indicateurs. Et par contre, ces 8 indicateurs, vous pouvez les valider indifféremment. On va dire qu'ils sont optionnels. Donc, concernant la nouveauté pour les volets 1 pour cette année, c'est l'implication dans une démarche de prise en charge de soins coordonnés. Donc en fait, ceux d'entre vous qui sont déjà en MSP ou qui ont adhéré à une CPTS, par exemple, vont valider cet indicateur. Pour les autres, vous avez toujours l'opportunité d'adhérer à une CPTS, mais également de constituer une équipe de soins primaires avec les professionnels de santé avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, ou également intégrer un réseau de soins qui vise par exemple à prendre en charge des pathologies chroniques dans la médecine de ville, je pense à l'obésité et également au diabète. Côté facturation, toujours dans ce volet 1, on va vous demander d'upgrader votre logiciel sur la dernière version du cahier des charges Sésame Vital. Ça, c'est comme d'habitude. En général, chaque année, on vous demande ça. Concernant le volet 2, donc là, vous voyez apparaître deux nouveaux indicateurs que vous ne connaissez pas. Un indicateur d'usage qui vise à valoriser l'alimentation du DMP et un autre indicateur qui vise à valoriser également les échanges que vous pourrez avoir avec vos patients via cette MSS et côté MSS citoyenne pour les patients. Maintenant, on bascule à droite avec un petit focus sur les téléservices. Donc, vous voyez apparaître un nouvel indicateur. Le téléservice, lui, n'est pas nouveau. C'est la prescription électronique de transport. Téléservice, par ailleurs, qui vient d'être rénové. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser. Et vous voyez en dessous que les téléservices qui sont déjà beaucoup utilisés, comme l'avis d'arrêt travail en ligne, le certificat médical accident maladie professionnelle, la demande d'ALD ou de déclaration de choix de médecin traitant. Donc ça reste dans le volet 2 et simplement on rehausse un petit peu le score pour atteindre l'objectif. On va voir un petit peu plus loin sur 2023, mais on aura l'occasion de revenir vers vous d'ici là. Donc maintenant, en 2023, le fait d'avoir un logiciel Ségur, ça devient un prérequis. Autant avoir le logiciel Ségur cette année va vous aider, va faciliter et sécuriser votre forfait structure, autant en 2023, ça va le garantir. Donc ça, c'est important. Sur le volet 2, on voit apparaître deux nouveaux indicateurs d'usage en lien avec le Ségur. Donc d'une part, l'usage de la e-prescription de médicaments et d'autre part, l'usage de l'appli Carte Vitale. Enfin, sur la droite, un nouveau téléservice est intégré donc, en indicateur du volet 2. Donc c'est la déclaration simplifiée de grossesse. Et enfin, comme d'habitude, les autres objectifs sont revus un petit peu à la hausse, mais je vous présenterai un tableau en suivant. Voici ce dont je vous parlais, donc les objectifs attendus pour 2022. Donc voilà, j'attire votre attention notamment pour les médecins traitants, mais pour l'ensemble que voilà, on attend 80% d'avis d'arrêt de travail dématérialisés. 20% des consultations doivent donner lieu au versement d'une pièce dans le DMP afin d'obtenir les points en lien avec cet indicateur et 5% des consultations, si elles donnent lieu à un échange en messagerie de santé, vous serez également valorisé. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à l'horizon 2023, on est sur 90% d'avis d'arrêt de travail, de protocole de soins, de déclaration de choix de médecin traitant, donc vraiment une massification des usages. Et vous voyez apparaître également en dessous 50% de e-prescription et 5% de facturation en application carte vitale. Mais là encore, c'est pour 2023 et on vous proposera un accompagnement spécifique sur ces deux indicateurs. Ici, donc, vous voyez la même chose, mais en termes de points. Donc en fait, en haut, en rose, vous avez ce qui concerne le volet 1. Donc le volet 1, en 2021, c'était 280 points, donc presque l'équivalent de 2000 €. Et vous voyez qu'en 2022, donc pour cette année, il passe à 400 points. Pourquoi? Puisque l'indicateur d'implication de prise en charge coordonnée qui valait 120 points et qui était optionnel est dorénavant intégré au volet 1 et devient un prérequis. En dessous, en rouge, 100 points, donc c'est les points pour l'usage des téléservices, donc il prend 10 points avec l'arrivée de la prescription électronique de transport, ainsi que les deux indicateurs d'usage du DMP et de la MSS qui valent 40 points chacun. Sur 2023, on reste à 400 points, mais par contre avec le prérequis Ségur, donc c'est pour ça que c'est important. Et ensuite, on reprend 10 points sur l'usage des téléservices pour la déclaration de grossesse. Et vous voyez également en rouge apparaître les 2 fois 40 points pour l'usage de la e-prescription et de l'application Carte Vitale. Vous voyez également aussi en rouge apparaître des points au niveau du SAS, mais Estelle aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Maintenant, je vais vous faire un focus sur le financement, un financement spécifique hors forfait structure, donc qui est vraiment
à part du forfait structure, c'est-à-dire qu'en théorie, vous pourriez ne pas toucher votre forfait structure et percevoir ce forfait. En théorie, sauf que vous allez voir qu'il y a quand même des petits liens. Donc en fait, c'est un forfait one shot. Pourquoi on l'appelait one shot? Parce que c'est un forfait unique qui sera payé en une seule fois et qui sera valable juste sur 18 mois. Donc en fait, l'objectif de ce financement one shot, en fait, c'est de vous inciter à générer les volets de synthèse médicale pour vos patients en ALD, vos patients qui souffrent de pathologies chroniques dont on sait que la coordination des soins est un enjeu majeur. Donc ça s'adresse aux médecins traitants, donc certes en majorité des médecins généralistes, mais il y a quelques spécialistes également qui ont une patientèle médecin traitant. Donc en fait, si vous générez pour 50% de vos patients en ALD le volet de synthèse médicalisé, vous pourrez percevoir une prime de 1 500 euros. Si vous le faites pour 90% de vos patients en ALD, vous percevrez une prime de 3 000 euros. Là, c'est pareil. Si jamais vous utilisez les fonctionnalités qui sont offertes par votre logiciel, mais qui vont être encore optimisées par le label Ségur, et que vous structurez les données de ce VSM, c'est-à-dire que vous utilisez les codifications pour les pathologies et les symptômes, vous aurez une majoration de 20% de cette rémunération si vous faites pour un tiers de vos patients en ALD. La période d'observation, donc elle va du 1er janvier 2022 et court jusqu'au 30 juin 2023, à l'issue duquel cette prime sera payée. En sachant que cette prime, en fait, elle est basée sur une patientèle moyenne de 800 patients. Ça veut dire que si vous en avez 400, les montants que vous voyez à l'écran sont à diviser par 2. A contrario, si vous en avez 1600, les montants que vous voyez à l'écran sont à multiplier par 2. Enfin, et pour conclure sur le sujet du numérique, je vais vous présenter les nouveautés liées à la télémédecine introduites dans votre avenant 9. Alors, sur les modalités techniques, on reste sur la même chose, donc vraiment un recours obligatoire à une solution de vidéotransmission sécurisée. C'est très important. Donc par exemple, WhatsApp est complètement proscrit de la téléconsultation. Donc connexion sécurisée, bien évidemment, le consentement du patient. Les règles de prise en charge, donc on reste sur un respect du parcours de soins coordonné, ça c'est classique. On reste également sur une alternance entre téléconsultation et consultation en présentiel et on est sur une logique de territorialité, donc en fait on reste vraiment sur son territoire. Les assouplissements qui sont introduits dans cet avenant 9 sont la suppression préalable la connaissance du patient préalable, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui vous pouvez initier une prise en charge avec un nouveau patient par téléconsultation. En zone sous-dense, vous aurez également la possibilité de déroger à la fois au parcours de soins et à la règle de territorialité. Maintenant, un petit point sur la téléexpertise. La téléexpertise, au départ, était ouverte uniquement pour les patients en ALD, les patients souffrant de maladies rares, les résidents en EHPAD, les personnes qui habitent dans des zones sous-denses ou détenus. Dorénavant, la téléexpertise est ouverte à tous les patients. Donc la téléexpertise, c'est quoi? C'est un médecin qui fait appel à un autre médecin. En général, ça peut être un spécialiste, mais on peut également demander à un confrère de la même spécialité un avis. Donc elle se fait soit de manière synchrone, c'est-à-dire que le médecin le fait pendant le temps de la consultation, soit elle se fait de manière asynchrone, c'est-à-dire en dehors du temps de la consultation. Donc le médecin requérant, donc le médecin qui fait appel à un autre médecin expert, va pouvoir coter la lettre clé RQD d'une valeur de 10 euros et cette lettre clé ne peut être cotable que 4 fois par an pour un même patient. Le médecin requis, quant à lui, donc le médecin à qui on fait appel, pourra coter la cotation donc TE2 d'une valeur de 20 euros et là on est sur une même limite de 4 cotations pour un même patient. Enfin, cette téléexpertise va progressivement être élargie à l'ensemble des professionnels de santé sur l'année 2022. C'est déjà le cas pour les sages-femmes et les orthophonistes. Des négociations sont en cours pour les centres de santé ainsi que les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes. Dernière information importante, donc c'est vrai que l'avenant 9 maintenant, on va dire encadre la téléconsultation, notamment en termes de volume. Et en fait, 20%, c'est le seuil d'activité, d'actes cliniques et techniques que vous ne pouvez pas dépasser en téléconsultation et téléexpertise. Donc, on calcule ça sur l'aîné civil. L'ensemble des patients, bien évidemment, sont concernés, quel que soit le régime. L'ensemble de vos activités sont également concernées. Donc, en fait, simplement, on fera le rapport des actes de télémédecine sur les actes totaux. 20%, c'est max. Je vous remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Estelle concernant l'évolution des prises en charge et de la nomenclature.
Merci Mathieu pour cette présentation. N'oubliez pas que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans le module questions-réponses tout au long de la présentation. On va y répondre en direct et pour les questions qu'on ne pourra pas aborder, si vous en avez beaucoup, on enverra à la fin du webinaire une foire aux questions à l'ensemble des médecins du département du Rhône. Donc vous aurez bien une traçabilité de tout ce qui a pu être échangé. Voilà, alors moi je vais évoquer dorénavant les mesures tarifaires et les revalorisations qui interviennent au 1er avril, donc sur les prises en charge. Le diaporama qui va arriver. Donc, ce que je peux peut-être dire avant que le diaporama s'affiche, voilà, c'est qu'on a une modification des règles de facturation pour des prestations qui existaient déjà, notamment la visite longue, les consultations complexes et très complexes et la majoration MIS, pour laquelle on reviendra, hein, qui consiste à consulter et à informer le patient du diagnostic pour la prise en charge thérapeutique. On va avoir également des nouvelles prises en charge pour des actes qui n'étaient pas valorisés auparavant, et donc notamment sur l'aide sociale à l'enfance, les consultations blanches et le handicap. On va avoir également des revalorisations chez certains spécialistes, j'y reviendrai plus en détail, et l'avis ponctuel du consultant, l'APC, est revalorisé à 55 €. Il était auparavant à 50 €. Donc voilà, toutes ces mesures que je vais détailler maintenant s'appliquent au 1er avril, donc la semaine prochaine. Alors, la visite longue, donc ça, c'est vraiment important parce que par ce texte, l'UNCAM et les organisations représentatives ont vraiment voulu être attentifs à la prise en charge des patients âgés au domicile. Donc, on avait déjà une visite longue pour les maladies neurodégénératives et pour les soins palliatifs. On va y ajouter la brique en violet, 80 ans et plus, en ALD. Au-delà de ça, on a aussi une harmonisation sur la fréquence de ces visites. Donc, on va avoir dorénavant un maximum de 4 visites par an pour ces patients. Alors, c'est une fois par trimestre, pardon, pour les maladies neurodégénératives et pour les 80 ans et plus. Pour les soins palliatifs, bien sûr, c'est plutôt en fonction des besoins du patient. Cette visite longue, elle est valorisée à 60 €, donc elle double en termes de tarifs. Et vous pourrez également y ajouter une majoration de déplacement à 10 €. Alors j'en profite pour indiquer que par exemple en EHPAD, eh bien, c'est tout à fait applicable, hein, puisque l'EHPAD est assimilé au domicile du patient. Et puis par exemple, si vous allez chez un couple de patients âgés, eh bien, vous ferez 2 visites longues, mais une seule majoration de déplacement, très concrètement. Voilà ensuite des nouvelles prestations qui changent un petit peu les pratiques par rapport au handicap et aux troubles du neurodéveloppement. Alors, on va avoir une première brique en haut à gauche sur le handicap et la complétude du certificat MDPH. Donc ça, c'est un temps, ça prend beaucoup de temps de compléter ce certificat et donc on va venir le valoriser par un code CCE à 60 €. Donc on parle bien du premier certificat et il faut que ça soit complet. Et donc, c'est une seule consultation de ce type au cours de la vie du patient. Donc, même si la situation, le handicap s'aggrave ou si la MDPH refuse le dossier, on ne pourra pas refaire ce code-acte plus tard dans la vie du patient. C'est une seule fois. Elle peut s'appliquer dans une autre situation, cette cotation, c'est en cas de passation du dossier entre deux médecins, donc de pédiatre à médecin traitant ou de médecin traitant à médecin traitant, pour assurer une très bonne continuité de prise en charge du patient. Et donc là, dans ce cas, ça peut se faire même en dehors de la présence du patient. Il faut que les deux praticiens puissent échanger l'ensemble des données sur le patient. En bas, vous voyez la consultation blanche. Alors, que veut dire consultation blanche? Blanche, ça veut dire tout simplement qu'on va déroger au principe de la nomenclature qui dit qu'il faut faire un examen clinique. Donc, on est sur des cas où vous ne ferez pas cet examen clinique et il y en a 2 précisément qui sont inclus dans ce texte. Le premier, eh bien, ça va être quand le patient en situation de handicap va avoir son handicap qui va se manifester de manière aiguë au cours de la consultation, tant et si bien que vous ne pourrez pas l'examiner. Eh bien, ce temps ne sera pas perdu et donc vous voyez que vous pouvez valoriser une consultation au tarif de référence à 23 €. Deuxième situation, là on est plus sur un temps consacré à l'acclimatation du patient à son futur lieu habituel de prise en charge. Donc chez les patients handicapés, c'est important qu'ils prennent l'habitude, qu'ils aient des repères. Donc là, vous allez l'accompagner, alors ça peut être à votre cabinet, ça peut être dans une structure de soins spécialisée, pour qu'ils prennent justement ces repères. Et donc là aussi, vous pourrez valoriser ce temps qui ne comprend pas d'examen clinique. Si c'est en structure de soins spécialisée en dehors du cabinet, vous pourrez là aussi appliquer une majoration de déplacement. En haut à droite, on a la MIS. Alors la MIS, elle existait déjà. C'est une majoration qui s'applique pour les consultations initiales d'information du patient sur un diagnostic et de mise en place de la stratégie thérapeutique. Donc ça existait pour les cancers, les maladies neurologiques, les maladies neurodégénératives. Vous savez sans doute qu'on l'avait également élargie pour les cas de Covid. Et là, donc, avec cet avenant neuf, elle s'élargit aussi aux cas de troubles du neurodéveloppement
y compris pour les troubles mère-enfant. Et donc, c'est lors de la consultation initiale très complexe que vous allez pouvoir faire cette MIS, donc qui se cote avec les codes G plus NTX. Et quand vous allez faire ça dans votre logiciel, ça va donner un code agrégé MIS qui permet en fait de préserver le secret médical et du motif de la consultation. Alors, hop, on va passer là-dessus. Alors, sur les cotations pour les enfants, puisque je parlais tout à l'heure du fait que cet avenant avait vraiment une attention particulière sur les enfants. On va avoir des cotations spécifiques aux pédiatres et aux médecins généralistes. Et notamment, une consultation complexe qui est mise en place pour l'entrée dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. On sait que ces enfants, ils sont souvent en difficulté d'accès aux soins à l'entrée et même à la sortie du dispositif. Donc là, on parle bien de l'entrée dans le dispositif. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un bilan de santé et de prévention qui est prévu dans les textes depuis une loi de 2016, mais qui va être désormais valorisé à 46 euros. On va avoir également un élargissement de la CTE, consultation très complexe de l'enfant, qui existait là aussi, mais qui est élargie aux troubles du neurodéveloppement et à la relation mère-enfant. Donc là, pour la CTE, on est vraiment sur du repérage. C'est vraiment le moment en amont, on n'est pas encore certain du diagnostic et on va faire l'ensemble des tests et des mesures pour repérer un éventuel trouble du neurodéveloppement. Donc c'est pas à ne pas confondre, à ne pas coter avec la MIS, qui est au moment du diagnostic, quand le diagnostic est avéré et qu'on met en place la stratégie thérapeutique. Et les spécialistes, alors parce que j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder au niveau des spécialistes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des évolutions chez les généralistes. Alors les pédiatres, dans la continuité de ce que je viens de dire sur les enfants, eh bien vous êtes concernés par cette consultation complexe sur l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez également une revalorisation de votre forfait pédiatrique qui passe à 10 euros au lieu de 5 pour les nourrissons de 0 à 2 ans. Les psychiatres également, je l'ai dit, la santé mentale est un sujet qui a vraiment fortement émergé durant la crise sanitaire. Donc, il y a vraiment une volonté de reconnaissance de la prise en charge de la santé mentale. Donc, la consultation de référence pour tous les psychiatres est revalorisée à 42,50 €. Donc, c'est la CNPSY pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues. Vous allez également avoir une majoration de 3 € qui va être applicable pour les mineurs de moins de 16 ans, mais à condition de respecter les conditions tarifaires. C'est-à-dire si vous êtes secteur 1, secteur 2, mais signataire de l'OPTAM, l'option tarifaire maîtrisée, ou si vous faites votre consultation à tarif opposable. Et puis, dernière revalorisation pour vous les psychiatres, c'est que si vous réalisez la consultation dans les 2 jours qui suivent l'orientation par le médecin traitant ou par le service d'accès aux soins, eh bien, vous allez pouvoir coter 2 CNPSY, alors qu'auparavant, on avait plutôt 1,5. Voilà. Donc, ça fait penser à ce qui se pratique pour le médecin correspondant. Autre spécialité concernée, on a les endocrinologues avec une majoration de 22 € pour les consultations complexes, notamment pour les consultations sur le diabète insulinodépendant ou requérant, ou également en cas de première consultation pour des endocrinopathies complexes. Et puis, on a des revalorisations en termes de gynécologie médicale. Alors, ce n'est pas que les gynécologues médicaux. Là, on va vraiment s'attacher à l'acte. Si vous pratiquez cet acte, même si vous êtes gynécologue obstétricien, ça va fonctionner. Donc, on va avoir une majoration spécifique de 2 € pour les consultations en visite côté CS ou VS, à condition de respecter les mêmes conditions tarifaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, un supplément de 15 € pour le temps médical et le diagnostic à l'occasion des colposcopies. Voilà, donc c'est un petit peu technique, ça fait un petit peu liste, mais ce sont des revalorisations importantes. Je vais maintenant vous parler du SAS, le service d'accès aux soins. Donc je change complètement de sujet. Donc le SAS arrive dans l'avenant 9. Il est également présent du côté des CPTS que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc le service d'accès aux soins, c'est quoi? C'est un service qui vise à apporter une réponse aux patients qui n'a pas de médecin traitant ou dont le médecin traitant n'est pas disponible immédiatement ou dans les 48 heures pour éviter notamment des recours aux urgences et assurer ce qu'on appelle des soins non programmés. Donc vous allez souvent entendre parler de l'abréviation SNP, soins non programmés. Alors voici ce qui va se passer avec en préambule peut-être l'information que le Rhône fait partie des 22 départements expérimentateurs en France. Donc il n'y a pas un SAS partout en France, c'est vraiment organisé au maillage départemental. Et donc dans le Rhône, vous avez déjà du côté de la régulation des médecins qui font cette régulation en dehors des horaires de la permanence des soins, toute la journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce sont des médecins du SAMU, des HCL et des médecins libéraux. Et donc aujourd'hui, l'enjeu de l'avenant 9, c'est vraiment plus d'aller vers l'effection sur ce service d'accès aux soins, c'est-à-dire concrètement, quand on va appeler le 15 ou les maisons médicales de garde, eh bien que les régulateurs puissent proposer des créneaux aux patients qui en ont besoin. Alors voilà le petit cheminement que vous avez sous les yeux. Donc moi je suis patient, j'ai un besoin, mon médecin traitant n'est pas disponible tout de suite
ou alors je n'en ai pas, j'appelle donc le 15 et le numéro des maisons médicales de garde. Et là, le régulateur, eh bien, il va procéder de la manière suivante. D'abord, il va s'assurer que le patient a bien essayé de contacter son médecin traitant. Le but, ce n'est pas de zapper le parcours de soins coordonné. On est vraiment attentif à ce point-là. Si vraiment c'est le cas et que le patient dit bah non, je ne peux pas aller voir mon médecin traitant, il ne peut pas me prendre, le régulateur va avoir plusieurs options en fonction de son diagnostic. Il peut tout simplement s'en tenir à un conseil téléphonique et éventuellement une prescription médicale. On ne l'a pas écrit ici parce qu'on attend quand même confirmation du ministère sur ce point. Autre solution, il estime qu'il y a bien un besoin de soins dans les 48 heures, mais sans forcément aller aux urgences. Alors, bien sûr, en cas de cas grave, il oriente vers les urgences. Mais si ce n'est pas un cas grave ou nécessitant un passage aux urgences, eh bien, il va se mettre à la recherche d'un créneau de soins non programmés. Et là, en fait, il va avoir sa console informatique et son logiciel qui va aller chercher dans les agendas, j'y reviendrai tout à l'heure pour les modalités pratiques, pour voir s'il y a un créneau disponible quelque part. S'il y en a un, bingo, il le réserve, ça réserve dans votre agenda, il informe le patient et l'affaire est jouée. S'il n'y a pas de créneau, alors le régulateur va devoir aller un cran plus loin et contacter soit la CPTS qui s'organise avec le SAS pour prendre en charge ses soins, soit les médecins volontaires qui accepteront de prendre des créneaux de soins en plus de leur agenda. J'insiste bien sur cette notion de en plus, c'est-à-dire qu'on est bien sur des créneaux surnuméraires par rapport à vos horaires habituels de consultation. Il n'y a pas la dernière étape, c'est-à-dire au bout du bout, si vraiment il n'y a pas de solution, il y a une dernière hypothèse qui est que le SAS, vraiment en cas de difficulté majeure, peut orienter vers de la téléconsultation qui dérogerait au principe de territorialité qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure. Autrement dit, il pourrait orienter vers des opérateurs de télésanté qui ne seraient peut-être même pas dans le rôle. Voilà. Alors, comment ça va se passer pour vous? Donc, si vous êtes volontaire au SAS. Alors déjà, vous pouvez être volontaire pour de la régulation. Donc ça, c'est tout à fait possible. On ne va pas le détailler ici, mais vous pouvez tout à fait intégrer l'équipe de régulation avec un financement spécifique. Sur l'effection, puisque c'est aujourd'hui peut-être plus ça qui nous intéresse, eh bien, si vous êtes volontaire pour participer au service d'accès aux soins, vous allez pouvoir vous déclarer sur la plateforme sas.santé.fr. Et là, vous allez avoir plusieurs choix. Premier choix, vous mettez votre agenda type Doctolib, Maya, Keldoc à disposition de la plateforme SAS. Donc là, en fait, le régulateur, son logiciel va aller chercher automatiquement des créneaux. Il n'aura pas la visibilité sur votre agenda, mais il va appeler les créneaux disponibles. Deuxième solution, si vous n'avez pas un agenda de ce type, vous pouvez renseigner dans la plateforme SAS 2 heures de créneaux hebdomadaires qui pourront également être utilisés par le régulateur du SAS. Il y a une troisième option qui consiste là à s'organiser avec votre CPTS si vous êtes adhérent à la CPTS. Les CPTS, dans leur accord, elles doivent négocier avec le SAS ou en tout cas définir un circuit de sollicitation pour être, entre guillemets, l'intermédiaire entre le régulateur du SAS et vous-même pour déclencher des soins non programmés. Tout ça est valorisé au sein du forfait structure qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, il a cité. Donc c'est valorisé à hauteur de 200 points, donc 1 400 €. Donc là, on est bien sur un indicateur qui en gros dit « je suis prêt à faire du SAS ». Je ne fais pas encore, mais je me déclare volontaire à faire du SAS, des créneaux de soins non programmés. Maintenant, si j'en fais vraiment, c'est-à-dire en surnuméraire, comme je disais tout à l'heure, eh bien, on va être sur une rémunération spécifique. Alors, pour les médecins spécialistes, c'est assez facile. On est sur une tarification, je dirais, à l'acte. Donc, vous allez faire votre consultation à tarif opposable et y appliquer la majoration MCU à 15 €. Donc là, je dirais que c'est plutôt simple pour vous. Pour les médecins généralistes, on va être sur un système forfaitaire au trimestre. Donc, on va avoir un code traceur. Alors, un code traceur, c'est quoi? Ce n'est pas un code qui est rémunéré, donc ça sera une rémunération sans doute très symbolique. Ça existe chez les pharmaciens, c'est à 1 €. C'est simplement un code qui va nous permettre, dans notre système d'information, de dénombrer les créneaux de soins non programmés que vous avez effectivement réalisés en plus de vos agendas habituels. Donc, quand vous ferez ces soins non programmés, vous devrez mettre ce code traceur. Aujourd'hui, nous, on attend quand même la confirmation du code. A priori, il sera intitulé SNP, mais on attend, il n'est pas officiellement paru par arrêté. Ensuite, donc, quand vous allez faire ces soins, eh bien, on va regarder au trimestre combien vous en avez réalisé. Donc, si vous réalisez 5 à 15 soins non programmés par trimestre, vous aurez une rémunération trimestrielle de 70 €. Et vous voyez qu'il y a différents paliers, jusqu'à plus de 45 soins non programmés par trimestre, où là, on sera à 630 € par trimestre. On va cumuler les 4 trimestres et on vous fera un versement unique à l'issue de l'année en question pour vous verser la totalité de ces forfaits. Voilà, donc on est vraiment sur un système forfaitaire et à titre indicatif, ça correspond à peu près à 14 € en plus de la consultation à chaque entrée de palier.
J'en ai fini avec le SAS et la dernière partie concerne les biosimilaires. Donc les biosimilaires, c'est une nouvelle génération de médicaments, hein. Après les génériques, on est plutôt sur les biosimilaires. Et donc ce texte introduit un dispositif d'intéressement. Donc on est hors de la ROSP, de la rémunération sur objectif de santé publique. C'est un nouveau dispositif à part. Donc là, le principe est assez simple, vous le voyez, c'est que quand vous allez prescrire un biosimilaire, que ce soit en initiation de traitement ou en switch au cours d'un traitement déjà existant, eh bien, vous allez percevoir un intéressement basé sur l'économie générée pour la société tout entière, j'ai envie de dire. Autrement dit, eh bien, on va calculer l'économie que ça génère sur une année de traitement pour le patient en question et vous allez en percevoir une quote-part. Alors, en 2022, ça sera 30%, en 2023, 20%, et si le dispositif continue, il faudra que ça soit confirmé, ça sera très certainement 10%. Voilà, donc on initie le traitement ou on fait un switch en cours de traitement. Et alors, la particularité, c'est que la liste va être dépendante du contexte, puisqu'on veut des biosimilaires qui n'ont pas de médicaments génériques, hein, sinon on bascule dans la ROSP, et qui sont commercialisés, hein, donc ça doit être des spécialités pharmaceutiques remboursables, et puis pour lesquelles il y a une marge de progression importante. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit des biosimilaires pour viser 80% de taux de substitution. Donc si on est au-delà de ce taux de substitution, eh bien, ils sortiront automatiquement de ce dispositif. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, il reste 5 substances actives à ce jour, il y en a 5. Donc il y en a 3 qui concernent certaines spécialités médicales. On a l'adalimumab, l'étanercept et la follitropine, je ne me suis pas trompée. Bravo. Et on en a 2 qui vont concerner toutes les prescriptions médicales, qui sont l'insuline asparte et l'énoxaparine. Voilà, on avait une autre molécule qui est sortie, je ne vais pas dire le nom, je vais me tromper, parce qu'un médicament générique est sorti entre-temps. Donc vous voyez que cette liste, elle va être mouvante, donc ça va nécessiter d'être un petit peu en veille sur les molécules concernées. Donc voilà ce dispositif d'intéressement. Donc lui, il est valable depuis le 1er janvier également. Vous aviez la possibilité d'en sortir dans le texte, mais dans le RON, aucun médecin n'a fait ce choix. Donc je dirais que la balle est dans votre camp pour prescrire ces biosimilaires. Voilà, on en a fini avec notre présentation. Et donc l'idée, c'est bien de vous laisser la main pour les questions-réponses. Donc on va se connecter avec Amandine, déléguée d'assurance maladie, qui est en duplex dans une salle de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et qui va nous faire part de toutes vos questions. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Merci à tous les deux pour cette belle présentation très instructive. Donc effectivement, sans surprise, on a été assez sollicité sur les différentes thématiques, pardon. Et je vais demander à Mathieu de revenir sur la messagerie sécurisée et surtout les échanges entre le médecin et son patient. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'il y avait une question précise ou il fallait que je réexplique le dispositif? Donc, en fait, voilà. Si effectivement tu peux réexpliquer un petit peu le dispositif et rassurer les médecins sur le fait que le patient ne sera pas maître de la messagerie et que ça ne sera pas le canal prioritaire des Non, échanges. bien évidemment. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, donc vous allez continuer à utiliser votre MSS, celle que vous utilisez aujourd'hui, et ensuite vous pourrez vous-même initier une conversation avec un patient. C'est-à-dire qu'un patient, même s'il a un module messagerie en santé sur son espace santé, il ne pourra pas vous écrire directement. Donc en fait, c'est vous qui ouvrez la conversation, simplement en tapant l'adresse mail, comme je vous ai expliqué, avec l'INS du patient. Ensuite, le patient vous répond et vous, ensuite, vous mettez fin. Voilà. Alors pour l'instant, le processus d'ailleurs pour mettre fin à la conversation, c'est on ouvre le crochet, fin en majuscule, on ferme le crochet. Et à ce moment-là, la conversation est terminée, le patient ne pourra plus vous répondre. Donc vraiment, on tient à vous rassurer là-dessus. L'idée, c'est pas que vous soyez harcelé jour et nuit par des patients inquiets. Par contre, c'est que vous puissiez, vous, simplement, peut-être, au lendemain d'une consultation, peut-être demander simplement, voilà, l'évolution du traitement, de la pathologie, envoyer éventuellement une prescription médicale, pourquoi pas le volet 3 de l'avis d'arrêt de travail, et ensuite vous clôturez la conversation. Donc en fait, personne ne pourra vous écrire en tant que patient si vous-même ne l'avez pas décidé. Merci beaucoup Mathieu pour ces éclaircissements. Pardon. Côté nomenclature, on a également eu pas mal de questions. Est-ce qu'Estelle, vous pouvez revenir sur le taux de prise en charge des actes? Il me semble important qu'on revienne sur le fait que ne pas oublier que voilà, le dossier du patient va faire que le taux de prise en charge sera à 100% ou le taux de droit commun.
Alors, sans trop aller dans le détail, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des consultations qui sont sur des règles de prise en charge communes, de droit commun. Donc, on n'est pas sur des règles de prise en charge à 100% de manière systématique ou automatique. Donc, la règle de droit commun, c'est 70% pour la part obligatoire. Et après, charge au complémentaire de compléter, sauf les cas, bien sûr, où le patient a le droit à une prise en charge à 100%, type patient en ALD, notamment, puisque ça va beaucoup concerner les cas que l'on a évoqués aujourd'hui. Après, bon, bien sûr, c'est des montants qui sont importants, élevés pour certaines consultations, mais vous avez toujours la possibilité de pratiquer également le tiers payant. Il y a des catégories de publics, de patients qui ont droit, donc patients en ALD, en maternité également. Voilà, donc vous avez cette possibilité pour faire l'avance des frais aux patients. Merci beaucoup. Je souhaite rebondir également sur la thématique nomenclature. On a eu beaucoup de questions sur les cotations et notamment le cumul des actes. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de télécharger une application qui s'appelle Amélie Mémo. Et sur cette application, en dehors du fait que vous allez avoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé, vous allez pouvoir simuler votre cotation. Et via cette application, vous allez pouvoir vérifier si vous avez des majorations qui vont pouvoir être appliquées à la situation de votre patient et de votre consultation. Côté Ségur, Mathieu, je reviens de ton côté. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous éclairer concernant l'exercice coordonné et le forfait structure? Tout à fait. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'année dernière, cet exercice coordonné était un indicateur optionnel, hein, donc voilà, vous pouviez ou pas le valider. Aujourd'hui, effectivement, la volonté, c'est d'impliquer l'ensemble des professionnels de santé dans une démarche de soins coordonnés. Alors c'est vrai qu'on connaît on va dire, les deux structures, les plus connues sont la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc bien évidemment, l'idée, c'est pas de créer des maisons de santé pluriprofessionnelles, sauf si vous en avez le projet, bien évidemment, avec d'autres confrères. Et là, nous, on vous accompagne. On a un service qui est dédié, hein, des référents organisations coordonnées. Pour, Par contre, il y a quand même la CPTS. Aujourd'hui, les CPTS, il y a des projets quasiment partout dans le département. Donc en fait, même si la CPTS n'est pas encore constituée, si elle n'a pas encore signé un accord conventionnel, parce qu'il y a des accords conventionnels également pour les CPTS, vous pouvez d'ores et déjà y adhérer. S'il n'y a pas de CPTS, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité, via en fait simplement établir un projet de santé assez simple, c'est-à-dire vous avez l'habitude de travailler avec un autre médecin, vous avez un cabinet d'infirmiers également avec qui vous travaillez bien, deux, trois kinés où vous avez l'habitude d'envoyer vos patients et vous avez également l'habitude d'échanger avec eux sur l'état de santé du patient, sur son parcours de soins, également pourquoi pas avec un pharmacien. Vous avez la possibilité de constituer une équipe de soins primaires directement auprès de l'Agence régionale de santé et ça constitue également une forme d'exercice coordonné. L'autre option, donc c'est vrai qu'on n'a pas pour l'instant, mais c'est des outils que l'on souhaite bâtir en lien avec l'ARS, c'est vraiment tous les réseaux de santé, c'est-à-dire par exemple des réseaux qui visent à prendre en charge, par exemple en ville avec des nutritionnistes, des médecins généralistes, en lien avec l'hôpital, par exemple la prévention de l'obésité de l'enfant, ou alors des parcours sur le patient diabétique. Donc il existe ces réseaux de soins. Moi je vous invite effectivement à vous rapprocher de l'Agence régionale de santé, peut-être également des URPS. Si vous êtes proche également d'un établissement hospitalier, vous pourrez également savoir ce qui se passe sur le territoire. Donc c'est vrai, il y a quand même pas mal de possibilités. Et sinon, si vous avez besoin d'être accompagné, vous pourrez également nous solliciter. C'est ce que j'allais dire, effectivement, ne pas hésiter à solliciter les équipes pluriprofessionnelles que l'on a mis en place sur le territoire. Sachez, excusez-moi, que chaque territoire est couvert par un délégué d'assurance maladie, par des conseillers informatiques et services et par des référents aux organisations coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là pour ça et pour vous accompagner tout au long des modifications conventionnelles ou tout au long de votre carrière. Côté téléconsultation, donc on a eu des questions concernant les 20% de la téléconsultation et notamment du suivi. Estelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on devrait avoir un suivi qui va être mis en place sur Amélie Pro. Mathieu, Tout à fait. je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas, Non, mais c'est pas encore le cas, c'est mais dans ça va les arriver. cartons. Voilà. Et par ailleurs, nous avons pris l'option d'alerter les médecins qui étaient au-delà de ce seuil de 20% par courrier. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est un seuil qui est quand même confortable déjà dans votre pratique. Et donc, on a envoyé ces courriers il y a quelques jours aux médecins concernés, non pas pour... Enfin voilà, c'était pas à but de sanction du tout, mais plutôt à but de sensibilisation sur le fait qu'ils atteignaient ce seuil l'année dernière et que cette année, dès le 1er janvier, eh bien, ils allaient devoir s'y conformer. Voilà. Merci Donc, beaucoup, on veille Estelle. au grain, j'ai envie de dire, en plus des outils à votre disposition. Merci beaucoup.
Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'appli Carte Vitale? Nous avons quelques questions. Je sais que ce n'était pas forcément le sujet de ce webinaire, mais Non, c'est mais important avec d'avoir plaisir, quelques infos. Amandine. Donc, en fait, l'application Carte Vitale, alors pour votre information, elle a été en test pendant 2 ans sur le Rhône et sur le département également des Alpes-Maritimes. Et là, on va arriver dans une phase de déploiement. Donc, la phase de test était avec quelques professionnels de santé parce que tous les éditeurs de logiciels n'avaient pas postulé pour être dans l'expérimentation avec quelques assurés. Donc là, on va rentrer dans une généralisation. En fait, l'application Carte Vitale ne vise pas à remplacer la carte Vitale, mais vise plutôt à pallier les situations dans lesquelles la carte Vitale n'est pas présente. Donc je pense à j'ai oublié ma carte Vitale, on oublie rarement son smartphone, ou alors je l'ai perdue, elle est en cours de renouvellement, ou alors par exemple je vais confier mes enfants, donc soit à la nounou, soit à la grand-mère ou à la tante, et à ce moment-là, si tout le monde possède l'application Carte Vitale, je peux déléguer finalement le prêt de ma carte Vitale à un tiers, en sachant que tout cela, bien évidemment, est tracé afin d'éviter toute fraude. Donc, pour vous, si jamais vous souhaitez bénéficier de la facturation en appli Carte Vitale, il faut vous rapprocher de votre éditeur de logiciel, en sachant que le premier prérequis, c'est de bénéficier de la version Addendum 8 du cahier des charges, car c'est celle qui comprend l'application Carte Vitale. Et ensuite, c'est charge à votre éditeur de vous expliquer le matériel et le fonctionnement de cette application. Mais les conseillers informatiques services également se tiennent à votre disposition sur ce sujet. Et j'en profite pour vous dire que pour n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter via Amélie Pro, la rubrique Contact. Et à ce moment-là, nous, on vous répond dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. Une dernière question, Estelle. Est-ce que l'on peut revenir sur la télexpertise et la cotation du RQD? Oui, alors, c'est assez large, hein, C'est assez oui. large. Alors, est-ce Alors, que celle-ci est RQD, bon, cumulable déjà, avec l'AG, par exemple? Dans les faits, d'accord. est-ce Alors, que dans les si faits, on je peut fais pas, appel on à peut pas la facturer en même temps que l'AG. Donc, c'est une facturation à part. Vous devez bien la distinguer. Ça peut être le même jour, mais c'est pas au même moment. Et concrètement, bah, vous allez le facturer en dégradé, sans pièce justificative, hein. On avait vérifié ces éléments parce que la question revient beaucoup. Ce qu'on peut dire aussi sur ce code RQD, c'est qu'il est harmonisé pour toutes les professions de santé. Donc, ça sera le même code, quelle que soit la catégorie, et à 10 € pour toutes les catégories de professions de santé. Voilà, Amandine, je ne sais pas si ça allait plus loin au niveau de la question. Non, ça n'allait pas plus loin. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, il y a des questions hein, qui reviennent de manière assez souvent, mais comme vous l'avez dit, nous mettrons en place une fac et nous vous la mettrons à disposition pour que vous puissiez avoir tous les éléments de cet avenant neuf. Et surtout, je me répète, hein, mais étant moi-même déléguée d'assurance maladie, n'hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin d'un complément d'information, nous serons ravis de venir vous visiter en cabinet et prendre le temps, en plus de celui-ci, afin d'échanger. Alors Amandine, tu tends une perche, j'en profite effectivement pour vous informer que d'une part, les conseillers informatiques services sont en train, voilà, sont sur le terrain, visitent l'ensemble en priorité des médecins généralistes, mais si vous êtes spécialiste et que vous souhaitez avoir une information précise et personnalisée sur le Ségur, vous pouvez également nous solliciter. Les délégués de l'assurance maladie mènent également la même campagne, mais moins sur le numérique, mais plus sur la partie qu'Estelle vous a présentée. Et encore une fois, voilà, on a une équipe référente des organisations coordonnées qui sont là pour vous répondre sur ces sujets. Merci beaucoup. Voilà, donc ce webinaire, alors il est encore un petit peu tôt, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amandine, je te laisse regarder le module. Si jamais tu vois d'autres questions arriver, on est encore à votre disposition pour un petit moment si c'est nécessaire. Donc Alors, il y a a une très bonne enregistré. question. Pardon, excusez-moi, Estelle, je vous coupe. Mais effectivement, on me demande si le webinaire a été enregistré et si on pourra le revisualiser. Tout à fait, il a été enregistré et on le mettra en ligne sur notre chaîne YouTube très prochainement. Donc, vous pourrez le visualiser tranquillement si vous voulez réécouter tout ce qu'on a pu dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses techniques dans cet avenant, donc n'hésitez pas. Et puis la foire aux questions aussi, hein, on l'a dit pour ceux qui ont peut-être pris le webinaire en cours de route. On a déjà eu des questions en amont du webinaire par certains médecins. Et aujourd'hui, donc on fera un récapitulatif, une foire aux questions qui vous sera adressée par mail. Et je ne dirais pas qu'aux participants, à l'ensemble des médecins du département. Très bien. Écoutez, je fais le tour. On a des questions sur la e-prescription, hein, mais c'est vrai que Bon, alors, je celle-ci... peux peut-être en dire 2 mots. La Oui, tout e-prescription à fait. également a été en expérimentation sur des départements en France.
J'aurais envie de vous rassurer en vous disant que vous utilisez d'ores et déjà un logiciel d'aide à la prescription. Donc en fait, la e-prescription sera intégrée à ce logiciel d'aide à la prescription. La e-prescription en fait sera toujours imprimée. Simplement, en fait, elle sera d'un côté imprimée pour le patient. C'est une forte demande, notamment des associations d'usagers, mais parallèlement, elle sera également injectée dans un serveur. Et en fait, sur la nouvelle prescription, vous aurez un QR code. Et à ce moment-là, le pharmacien pourra flasher le QR code et à ce moment-là, il pourra enregistrer les délivrances. Vous, ainsi, vous pourrez suivre également, je sais pas, j'ai prescrit 3 molécules, 3 boîtes, il a pris que 2 molécules et qu'une boîte. Vous, ça vous permettra également de suivre. Donc en fait, j'imagine pour vous, même si on attend concrètement voilà, de voir comment ça arrive, le changement effectivement sera peut-être minime, mais par contre, ça vous apportera beaucoup d'avantages. Et après, c'est vrai que moi, par exemple, en tant qu'usager, je me dis, moi, la e-prescription, docteur, vous me l'envoyez, soit vous la mettez sur mon espace santé, sinon vous l'envoyez sur ma messagerie et moi, je la monte sur smartphone. Donc voilà, je pense que ça satisfera tout le monde. Mais on aura l'occasion de vous accompagner, soit effectivement peut-être au travers, pourquoi pas Estelle, d'un De notre webinaire, webinaire. mais également des visites. Et encore une fois, on vous le répète, hein, si vous avez besoin de nous, on est à votre disposition. Vous nous appelez, soit le 3608, soit vous nous écrivez via Amélie Pro. Merci beaucoup. C'est bon, Amandine? Oui, c'est Ouais. tout bon. On vous laisse quelques secondes le temps de conclure si jamais il y a une dernière question, mais eh bien, on va vous dire au revoir et vous remercier pour votre attention. Oui, merci de vous être rendu disponible, certainement pendant votre pause repas. Donc bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Et puis, écoutez, à bientôt, peut-être pour d'autres webinaires ou d'autres rendez-vous d'information. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.